Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Alors effectivement, on voulait vous montrer un autre film de Minelli, puisque si vous êtes venu la dernière fois, c'était Tous en scène, qui est considéré comme l'un de ces, qui est un chef-d'œuvre de la comédie musicale classique, avec aussi Un Américain à Paris du même Vincente Minelli. Ici, on est dans un film qui est un petit peu plus, qui est un peu moins connu, et qui marque aussi une sorte de, un peu le dernier grand succès d'une comédie musicale MGM. On est en 1958, alors vous me direz, mais il y a encore la suite au programme, et il y a encore des films MGM au programme, oui, mais on peut dire que quand le film est fait, il est encore, et Minelli et le studio est encore à son apogée, et aussi à sa capacité de dépenser du budget, parce que c'est quand même aussi de ça qu'il s'agit dans les grandes comédies musicales, les costumes, les décors, les chefs de poste techniques, tout ça, ça coûte très cher. Et donc il faut que les chefs du studio prennent aussi de bonnes décisions. Et je crois qu'il y a un changement de direction à la MGM juste au moment où le film sort. Donc quand il sort en 58, on peut dire que les conditions ne sont plus réunies déjà pour faire un film tel qu'il a été fait ici en 57. Vous avez sans doute vu Un Américain à Paris qui date de 52 et qui est déjà film de Minelli avec Leslie Caron. Ici, elle est un peu plus âgée, du coup, elle joue quelqu'un qui a à peu près 14 ans dans ce film tiré d'une nouvelle de Colette, une nouvelle tardive de Colette, puisqu'elle elle a écrite pendant l'occupation. Donc elle joue une adolescente de 14 ans et elle en a 26, elle a déjà eu un enfant, elle vient d'avoir un enfant quand elle joue le film et même à la fin du tournage, elle est enceinte de son deuxième enfant. Voilà, la question des jeunes filles, voire des petites filles, on va évidemment se la poser ensemble. Si vous étiez là au cycle Renoir et que vous avez vu Le Fleuve, c'était déjà... on a déjà un petit peu abordé la chose, mais c'est quelque chose qui est important et qui, d'ailleurs aussi, touche à des problèmes de censure que le film peut avoir eu avant de sortir, puisque vous savez que la censure hollywoodienne s'exerce dès le moment du scénario, donc on en reparlera. Et sur les acteurs, alors je ne sais pas si parmi vous il y a des amateurs non seulement d'Ernst Lubitsch, mais de la partie musicale, les opérettes, on pourrait dire, c'est pas vraiment des opérettes filmées, mais disons les comédies musicales de Lubitsch, c'est-à-dire au début des années 30. Il a tourné toute une série de films dans un Paris qui est un Paris souvent recréé à la Paramount. Il disait qu'il préférait le Paris de la Paramount au vrai Paris, avec notamment Maurice Chevalier. Et vous allez voir que dans ce film-là, Maurice Chevalier a pris quelques décennies, mais qu'il est toujours là et il est là pour sa personnalité et il est là aussi pour Paris. Donc, dernier point sur la genèse de ce film-là, ce qu'il a de particulier, c'est que vous savez que dans les grands studios et singulièrement à la MGM, on recrée tout à Los Angeles, bien sûr. On recrée toutes les villes possibles à Los Angeles. Et à l'exception du film qu'on a montré, On the Town, Un jour à New York, où il y avait quelques moments importants, notamment l'arrivée du bateau vraiment tourné en décor réel à New York, eh bien Hollywood déteste aller sur les lieux parce que ça coûte cher en voyage, parce que c'est techniquement pas satisfaisant, etc. Et donc Minelli a réussi pour ce film-ci à tourner dans beaucoup de décors parisiens que vous reconnaîtrez sans doute. Pour moi, ça fait partie de l'émotion qu'on peut avoir et aussi de son travail d'auteur, véritablement, sur ce que c'est que la comédie musicale, les rapports qu'elle entretient avec le rêve, avec l'artifice et avec une forme de réalité émotionnelle qu'on peut atteindre par ce mélange. Donc voilà, j'espère que le film vous plaira et que vous resterez un petit peu après pour qu'on échange. Bon film. Peut-être on va aller tout de suite dans le malaise. De l'intrigue, qui est liée d'ailleurs à ce que je vous disais sur le production code, le code d'autocensure des studios, et on va en parler un petit peu, mais qui est lié à quelque chose de beaucoup plus profond, et qui est un malaise, me semble-t-il, dont on a un petit peu parlé déjà, pour ceux qui étaient là sur Tous en scène, quant à ce qui peut caractériser
le style, mais au sens profond de Minnelli. Et ce qui fait de Minnelli un auteur au sein du système des studios, et le fait qu'il soit un très très bon cinéaste de studio n'empêche pas qu'il ait une patte particulière. Et il me semble qu'on la retrouve ici. Alors je dis le malaise, mais peut-être que vous ne le percevez pas comme ça, mais enfin, certains ont eu l'air d'acquiescer. Alors par quoi on commence? Par l'ouverture et la fermeture avec Dieu merci pour les petites filles. On peut. Et puis ensuite, donc, ce qui arrive à cette jeune fille ou petite fille, l'âge n'est pas exactement précisé dans le film, mais qui est quand même qu'elle est inscrite en réalité, et on peut revenir à Maurice Chevalier plus tard, parce qu'à la limite c'est presque anecdotique une fois qu'on entre véritablement dans l'exposition de ce qui est un système. Et il me semble-t-il qu'on ne voit pas tout de suite. Je me trompe peut-être, je suis peut-être lente à la détente, je l'ai quand même vu plusieurs fois, mais me semble-t-il, on ne voit pas tout à fait, tout de suite, quel système de vie ont ces femmes. Y compris celles qu'on entend, mais qui restent hors champ. Ça, c'est un choix de Alan J. Lerner qui a fait le livret à partir de Gigi, mais avec Minnelli, je crois même que c'est la décision de Minnelli, de garder la mère hors champ. Ce qui n'est pas le cas chez Colette. Et alors il y a un petit effet comique avec uniquement la voix d'opéra, mais c'est peut-être aussi quand même autre chose. En tout cas, ce qu'on voit, c'est cette lignée de femmes, mais il me semble qu'on ne comprend pas tout à fait tout de suite le fait qu'elles sont des courtisanes. Enfin, on pourrait dire qu'elles sont destinées à être des cocottes. Et puis même quand on le comprend, ça devient, me semble-t-il, de plus en plus complexe et même subtil. Et pourtant, il y a quelque chose qui n'est pas subtil du tout et qui est tout simplement la destination de marchandises sexuelles de ces femmes. D'où le fait que cette chanson, en ouverture, qui, alors par un effet aussi anachronique, on pourrait dire, nous choque par son côté soupçon de pédocriminalité, mais indépendamment de ça, qui pose quand même le programme de cynisme des deux personnages principaux, dont on ne comprend finalement qu'à la fin, qui sont quand même très différents. Et il me semble que la tête un peu décomposée de l'oncle, joué par Maurice Chevalier à la fin, qui ne comprend pas du tout ce qui arrive chez Maxims, qui est son territoire à lui, qui est le territoire auquel il a initié son neveu, et qui est une sorte d'enfer, si on veut, si on considère, si on a un sens moral, disons, un peu assis, qui est quand je ne sais pas si ça vous fait ça, quand on voit revenir comme décor, et c'est pour ça aussi que les décors sont très importants, et c'est important que ce soit des décors naturels, parisiens, qu'on peut nous, en tout cas reconnaître, et qui sont détaillés, qui ne sont pas si stylisés que ça. Et quand on voit à la fin revenir ce décor de Maxime, il fait presque effet d'un enfer, de l'enfer, pas seulement de l'enfer mondain, mais de l'enfer de marchandisation permanente qu'implique cette mondanité. Le fait que les femmes soient dans une caricature, hein. C'est pas pour rien qu'il a pris au générique ce dessinateur de Belle Époque, Sem. Hein. Je vous avais déjà dit que Vincenzo Minnelli a une formation de peintre. Il est peintre, il a un œil à tous les niveaux visuellement, mais en particulier, il s'inspire de peintres. Si vous avez vu Un Américain à Paris, le ballet, évidemment, il y a tout un ensemble de peintres dont il s'inspire. Ici, il y a aussi Eugène Boudin pour les scènes à la plage, par exemple, hein, qu'il cite lui-même dans ses mémoires dont il parle, et puis Seurat pour les scènes au bois de Boulogne, avec les calèches, les promeneurs, etc. Mais en tout cas, il y a aussi cette caricature, les caricatures du dessinateur Sem qu'il utilise au générique, et on sent quelque chose dans les scènes tournées effectivement dans les vrais intérieurs de chez Maxims, quelque chose de criard, de pesant, d'insistant dans cette mondanité hypocrite, enfin en tout cas cynique, puisque il faut qu'il y ait du turnover parmi les femmes, et puis c'est pas seulement la rumeur et les on-dit, c'est vraiment une circulation des biens.
Donc, effectivement, au cœur de ce film, c'est pas du tout une comédie musicale dans le sens justement de la joie, du comique et de la légèreté. Par exemple, de Stanley Donen, hein, on avait déjà vu qu'il y avait une forme de lourdeur, mais de lourdeur au sens inquiétant et mélancolique, disons, qu'il pouvait y avoir chez Minnelli. Et il me semble que là, on le retrouve dans cette destinée, cette destination, on pourrait dire sexuelle, de la jeune fille qui fait l'objet, je trouve, d'un retournement à la fin. Alors, soit vous considérez que cette fin, elle est c'est tellement une sorte de coda, la fin du mariage, que finalement tout ça, c'est un happy end qui s'oublie, et que c'est la profession de cocotte qui est au centre du film et le cynisme de ces hommes qui est central. Soit tout de même, et il me semble quand même plus intéressant de voir le film comme ça, il y a une forme d'initiation amoureuse de ce personnage complètement joué par Louis Jourdan, complètement saturé de l'ennui déjà de cette mondanité dès le début, hein, contrairement à son oncle, et qui ne fait que revenir. Et c'est vrai que les personnages de Milly sont toujours dans ces allers-retours, dans ces hésitations, dans ces sortes de valse-hésitation. Et ce qui nous marque dans toute la deuxième grosse partie du film, c'est qu'il n'arrête pas de partir et puis de faire demi-tour et de revenir, de partir en spirale comme ça. C'est jamais tout à fait pour la même chose. Et finalement, ce sera pour demander le mariage sans qu'on lui ait dit qu'il fallait qu'il le demande. C'est ça la beauté tout de même de cette fin que moi j'aime bien, pour une raison qui est que je crois que tout le film, et ça c'est très minnélien si on peut dire, pendant tout le film on se dit mais qu'est-ce qu'il a ? Pourquoi on s'intéresserait à ce roi du sucre qui s'ennuie partout, qui traverse tout ça, qui est un oisif, qui a tout ? Comment est-ce qu'on peut l'accrocher avec le personnage de Gigi ? Comment est-ce qu'on peut nous trouver émotionnellement, disons, quelque chose dans ce personnage ? Et il me semble que ce qu'il y a de propre à Minnelli, c'est qu'il s'interroge, ce personnage, sur à quoi pense la femme, si on peut dire. C'est-à-dire, il me semble que l'une de ses chansons principales, c'est peut-être la première d'ailleurs, non, la première c'est It's a Bore, ça revient, mais c'est She's not thinking of me. Elle ne pense pas à moi, elle n'est pas en train de penser à moi. C'est un morceau intéressant, parce qu'il commence en monologue intérieur. C'est assez rare dans les comédies musicales qu'on ne voit pas la personne chanter tout de suite. Après, il se met parfois à chanter in, mais sinon la voix est off. Alors, avec ce style chanté du film qui est chanté-parlé, selon les capacités vocales des différents interprètes, sachant que Leslie Caron est doublée, tandis que les autres non. Et évidemment, Maurice Chevalier, peut-être que je vous montrerai un extrait, mais il est chanteur, donc il maîtrise très bien ce passage à la vraie chanson. Mais donc, dans cette chanson, She's Not Thinking of Me, commence quelque chose. Certes, le personnage de la maîtresse, Liane, n'est pas intéressant, n'est pas important en soi. C'est pas un personnage qui a une épaisseur psychologique du tout. D'ailleurs, elle joue comme un cartoon, hein, dans la scène chez Maxime. Elle n'est que mondanité, elle n'est que théâtre, et c'est ça qui met la puce à l'oreille de son amant. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans cette scène, c'est qu'il commence à se dire mais elle n'est pas là. Elle est là, mais elle n'est pas là. Et donc, si elle n'est pas là, pour qui séduit-elle ? Et quand même, c'est le début de quelque chose d'intéressant dans ce personnage, puisqu'il est capable de penser à ce que l'autre pense, d'essayer sinon d'imaginer ce qu'elle pense, en tout cas de savoir qu'elle pense, et que c'est pas à lui. Et j'ai l'impression que c'est à partir de ça qu'il va pouvoir élaborer, peut-être très lentement et trop lentement, mais parce que sa richesse et son habitude de domination sociale font que ça lui prend du temps, et puis parce que c'est une enfant, Gigi, mais au fur et à mesure du film, il me semble que c'est ça qui se passe, qui est que tout à coup, il reconnaît le désir propre de l'autre. Vous me direz que c'est le minimum syndical en amour, mais c'est pas toujours... tout le film, quand même,
est autour de cet enjeu, à savoir est-ce que Gigi peut avoir une volonté propre? Est-ce qu'elle peut se permettre, dans le système social quasi de caste dans lequel elle est, d'avoir un désir propre et d'accéder à ce désir? Et on a presque l'impression, avant la toute fin, que eh bien, finalement, elle consent à être la cocotte, à être la femme entretenue, mais pas épousée. Et donc ça aussi, je trouve que c'est assez intéressant, assez rare dans l'écriture des films et des comédies musicales, qui est en général un peu plus ficelée un peu plus vite. C'est que c'est en consentant, enfin il y a un double mouvement. Elle dit d'abord non, bon alors ça c'est le côté presque comédie, on pourrait dire, elle a dit non, elle a osé dire non à cet homme très riche, etc. Et puis deuxième moment, en fait, en disant oui, c'est en consentant à ce sous-statut de femme entretenue qu'elle obtiendra le mariage. Donc ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'unique et de très très bien rendu dans le travail, alors là, purement cinématographique, c'est-à-dire on pourrait dire purement en extériorité, qu'exige, j'allais dire que permet, mais en fait qu'exige le cinéma, à savoir on n'est pas, à de très rares moments, il y a ce monologue intérieur chanté, mais, ou bien la chanson quand elle est avec son chat. Mais il y a quand même un accès à l'intériorité qui est très complexe, très compliqué à avoir au cinéma et qui doit donc s'extérioriser. Hein. C'est ça l'expressionnisme, se porter sur l'extérieur. Et donc, ici, chez Minelli, beaucoup sur les décors, les costumes et, dans une moindre mesure dans ce film, sur les numéros chantés. Et vous remarquerez qu'il n'y a quasiment aucun numéro dansé. Hein. C'est à peine une comédie musicale, d'une certaine façon, ou c'est une comédie musicale qui ensuite s'infléchit vers le mélodrame. Vous aurez aussi remarqué que Leslie Caron, depuis Un Américain à Paris, a littéralement rendu ses chaussons. En 1956, elle a donné tous ses chaussons de danse à l'American Ballet Theatre de Los Angeles, et elle a donc décidé d'arrêter sa carrière de danseuse qu'elle avait commencée adolescente. Donc voilà, donc on sait qu'elle est danseuse, si on a vu d'autres de ses films, mais en tout cas, elle n'est plus dans cette... Donc il y a quelque chose, même le fait qu'on s'attend d'une certaine façon à ce qu'elle danse, vraiment, à ce qu'elle danse au sens où on l'a pu la voir danser dans un Américain à Paris ou dans Daddy Long Legs avec Fred Astaire de Jean Negulesco. Elle ne le fait pas, et c'est cette retenue-là, c'est cette espèce de choses contenues, pas tout à fait éclatantes de la comédie musicale, qui en fait aussi, me semble-t-il, la singularité. Et puis je voudrais aussi parler peut-être des décors, de l'utilisation de ces décors, dont je disais qu'ils étaient en grande partie naturels, mais le mot décor naturel, qui signifie les vrais lieux, en réalité sonne bizarre pour Minelli, parce que naturel, alors que c'est travaillé comme ça à la belle époque et avec toutes ces couleurs, c'est effectivement un drôle d'adjectif. Mais d'abord, je voudrais peut-être vous laisser parler, commenter, dire quelque chose, parce que ce malaise, ou en tout cas cette espèce de cynisme et de destinée du corps féminin et du désir féminin qui pèse sur le film, ça m'intéresserait quand même de savoir ce qui vous fait. Je sais pas, moi, je voudrais juste dire par rapport à la suite de ce que tu disais sur les décors, ouais. et les costumes, en fait, il y a vraiment une magnificence. En fait, j'ai des costumes. Moi, c'est ce qui m'a frappé aussi dans ce film-là. C'est vraiment tout simplement d'abord, en fait, ce qui m'a frappé visuellement quand j'ai vu le film, c'est la beauté, en fait, des costumes, enfin, des trucs incroyables. Et effectivement, en contraste avec ce qu'on découvre, pas tout de suite, enfin en tout cas c'est pas dit brutalement, de ce que ces femmes sont socialement, hein, des femmes entretenues, etc. Et puis sur
la brutalité qu'il y a derrière, en fait, ça crée un contraste finalement assez, oui, c'est vrai, assez étonnant. Il répète souvent dans la deuxième partie « Don't be vulgar ». Quand on arrive à la crudité, quelqu'un, et c'est surtout Gigi qui clairement décrit la situation. C'est incroyable cette conversation où elle dit bon alors en fait ça voudra dire que j'irai dormir dans votre lit et puis quand vous voudrez plus de moi je devrais aller dans le lit d'un autre homme. Ce petit morceau de dialogue a causé un problème avec la censure à l'étape du scénario et puis finalement ils ont quand même laissé passer et dit par Leslie Caron c'est passé, tout s'est passé. Donc il y a aussi ce travail-là de comment c'est dit et comment c'est fait, mais ils ont réfléchi à atténuer d'une certaine façon ce que la censure ne voulait pas montrer, à savoir cet immoralisme, enfin le fait de... Mais c'est très juste l'histoire du contraste entre quelque chose de très dispendieux dans les costumes. On voit bien qu'on ne réutilise pas des costumes précédents. Il y a un budget qui n'est pas si élevé que ça, parce qu'il avait des restrictions budgétaires. J'ai parlé de la nouvelle direction de la MGM. Je crois que c'était vraiment le moment d'articulation au moment de ce tournage. Et donc, il a eu des limitations sur les figurantes, qui sont pourtant habillées... voilà, de manière assez... on ne peut pas avoir un contraste trop grand entre les personnages principaux et les figurantes. Et en fait, il a trouvé un truc, c'est Cecil Beaton, le chef costumier, qui est de changer beaucoup les chapeaux. Il y avait des fonds de chapeaux uniformes, et puis ensuite, il a beaucoup changé les accessoires qui sont au-dessus des chapeaux, donc jouer avec les accessoires pour les figurantes, mais pour les personnages principaux, oui, de fait, c'est assez magnifique, et notamment tout ce qui est fait justement autour du passage de Gigi d'un vestiaire, on peut dire, adolescent à un vestiaire féminin plus marqué, voire jusqu'à cette robe finale qui est en fait très ouvragée. Quand on regarde, elle est très faite de dentelle, la robe mauve là, qu'il y a à la fin quand elle est au Bois de Boulogne et qu'on retourne en boucle au début au Bois de Boulogne. C'est des costumes dont on voit qu'ils sont effectivement très ouvragés. Et c'est vrai que le contraste avec la crudité, la brutalité de on pourrait dire aussi politiquement, enfin de la lutte des classes enfin de la domination sociale que ça recouvre est effectivement assez fort. C'est-à-dire qu'on peut effectivement voir le film une fois, plus comme ça, un peu de loin. Mais cette idée de voir les choses de trop loin ou de trop près, ou d'être un vieil ami de la famille, donc on est tellement à l'intérieur que finalement on ne voit pas sa propre horreur, la propre brutalité qu'on peut exercer, ou à laquelle on participe, le système auquel on participe, c'est aussi ce qui arrive au personnage joué par Louis Jourdan, parce que dans la chanson thème du film, Gigi, il le dit, est-ce que j'ai été trop proche ou trop loin? Est-ce que je te regardais de trop près, donc je te voyais pas, ou est-ce que j'étais trop loin? C'est intéressant que ce soit Louis Jourdan qui joue. Alors on peut le trouver un peu fade, comme ça, physiquement. Il chante pas très bien. Et voilà, et c'est pas une évidence qu'elle tombe amoureuse de lui non plus. Et puis, je crois que même sur le tournage, on le surnommait The Bore, c'est-à-dire It's a Bore, mais c'est lui en fait l'ennuyeux. Mais en réalité, si vous avez vu Lettre d'une inconnue, chef-d'œuvre absolu de Max Ophuls, de 48 je crois, avec Louis Jourdan, justement, et Minelli aimait beaucoup les films de Max Ophuls. Louis Jourdan, c'est vraiment l'amant, c'est pareil, c'est-à-dire que ça défile beaucoup, c'est un pianiste virtuose, relativement riche, mais en tout cas à succès, dans la Vienne Belle Époque. Ça défile, et en fait, il ne voit pas, il ne reconnaît pas la même femme qu'il va prendre pour amante à une décennie de distance, et qui, elle, évidemment, le reconnaît, et lui ne la reconnaît jamais. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'aveuglement invraisemblable. Bon, le film est tiré de Zweig. Et là, je trouve ça intéressant que justement, il y ait quelque chose comme ça, sauf qu'on voit qu'il se dessille au fur et à mesure. Et moi, je pense qu'il a pensé à ce personnage du mélodrame d'Ophuls.
même s'il est transposé dans un contexte beaucoup plus bigarré, beaucoup plus composite, qu'est celui de ce film, un peu comique par certains aspects, par la présence quand même de Maurice Chevalier, qui amène quelque chose qui vient de Lubitsch, je le disais, qui vient d'Ernst Lubitsch, qui vient des années 30, qui vient des films qu'il a réalisés au début des années 30, La Veuve Joyeuse, Le Lieutenant Souriant, Une heure avec vous, Monte Carlo, The Love Parade, La Parade d'amour. Voilà, tout ça, c'est des films avec Chevalier où il a déjà ce statut d'amant français, voilà, de serial lover, je ne sais pas comment on dit. French lover. French lover, oui. Et qu'il reprend là, mais avec quand même toute cette réflexion et quand même qu'apporte la couleur. C'est-à-dire que la couleur, au lieu de rendre les gens pimpants, montre aussi l'âge, montre aussi beaucoup plus l'âge sur eux. Le côté un peu rougi qu'il a dans les scènes où ils sont à la mer, qui ont été tournées, elles, pour le coup, pas à Trouville, parce que le chef de la MGM n'a pas voulu. Il s'est dit, une plage est une plage, donc vous venez tourner, ça suffit maintenant, revenez tourner à Los Angeles. Il est un peu rougeau comme ça, et puis bien sûr c'est thématisé dans les chansons quand il dit oui, je m'en souviens. Alors c'est parce que c'est un amant qui est un peu indifférent, qui joue les sentimentaux, alors qu'au fond il a une indifférence. C'est un vrai Don Juan. Mais il y a aussi cette dernière chanson. Finalement, je suis bien content de ne plus être jeune. Je suis bien content de ne plus devoir jouer le sentiment, de ne plus devoir jouer le désir hyperbolique, et je peux avoir ce retrait. Et là vraiment, il diverge complètement du personnage qu'il essayait, lui, de former. On voit qu'il y a une symétrie entre les deux jeunes premiers, on pourrait dire, puisque ils ne vont pas répéter, ils ne vont pas accepter finalement l'enseignement de la lignée dont ils viennent. Ni elle, Gigi, ni lui. Mais c'est beau, je trouve, la relation qui est dédoublée, voire triplée, entre Gigi et ces trois femmes, dont celle qu'on ne voit pas, donc la mère, mais par ses petits cris. Elle ponctue quand même quelque chose, et elle nous rappelle, puisqu'il nous est dit, qu'elle a assez tôt refusé d'être une cocotte. C'est-à-dire qu'elle a gagné peut-être un peu d'argent au début en l'étant, mais surtout elle a appris le chant, et certes elle a un métier subalterne dans l'opéra comique, et elle ne s'occupe pas de sa fille, mais en même temps, voilà, on a l'impression c'était sa façon de faire un pas de côté par rapport à cette obligation de devenir une femme entretenue. Et donc il reste les deux, il reste la grand-mère et la grand-tante. Et je trouve assez beau ce dédoublement avec une fausse opposition, puisque finalement, la grand-mère et la grand-tante, dans cette scène où elles sont toutes les deux, sont finalement beaucoup plus, les deux sœurs sont finalement beaucoup plus en entente dans la manipulation que ce qu'on pourrait croire. Alors qu'au début, la figure de la grand-mère est montrée comme très protectrice. Et puis plus elle se rapproche de son ancien amant Honoré Lachaille, plus on s'aperçoit qu'elle est effectivement, comme lui, elle fait partie de ce système bien huilé, et elle a plutôt intérêt à ce que ce statu quo se prolonge. Donc ouais, je reviens à ça, je trouve que c'est extrêmement bien montré, ça. Et est-ce qu'on peut reparler de la couleur de l'appartement ? Ah oui, oui. Parce que c'est un des trucs qui m'a plus frappé dans ce film, ce rouge en fait. Oui, c'est assez choquant au début quand on y entre. Il y a un contraste assez fort en fait, mais qui est dû aussi au fait que les extérieurs principalement sont des décors naturels. Donc le bois de Boulogne, les Tuileries, la place Fürstenberg dans le 6e, qui est... voilà, j'en oublie sans doute. Où ça ? Le parc Monceau. Bon, j'en ai oublié. Alors, le musée Jacques-Marandré, la cour intérieure du musée Jacques-Marandré, qui est intacte si vous y allez. Donc ça, on les reconnaît. Et il y a une texture de la lumière naturelle aussi, de fait.
Alors que dès qu'on rentre à l'intérieur, voilà, c'est vraiment une autre texture d'image et de densité de couleurs, parce qu'on n'éclaire pas pareil avec de la lumière en studio, vu qu'il n'y a pas de plafond et qu'on peut placer des lumières. Alors la seule exception à ça, c'est-à-dire à ce contraste entre les intérieurs et les extérieurs, me semble-t-il, quand même, c'est Maxim's, puisque ce sont des intérieurs réel. Je ne suis jamais entrée chez Maxim's, donc je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mais j'imagine que ça l'est. C'est-à-dire très Art Nouveau, et avec donc moins de lumière. On se souvient aussi moins de ce décor, on voit surtout les costumes, parce qu'il peut pas placer de la lumière comme Ruttenberg, le directeur de la photo, comme il le ferait dans un vrai studio où on peut mettre des choses à la place du plafond, enfin, voilà, dans toutes sortes d'endroits cachés, parce qu'à l'intérieur, en plus de Maxim's, il y a des miroirs partout. C'est ce style Art Nouveau avec des miroirs. Style Art Nouveau, d'ailleurs, extrêmement marqué dans l'intérieur aussi de la garçonnière géante de Honoré Lachaille, alias Maurice Chevalier. Et vous aurez remarqué que autant le rouge violent, c'est l'intérieur de chez la grand-mère, qui se distille dans l'habit écossais de Gigi. On a l'impression que c'est voilà, ce qui lui est transmis, et qu'il y a une violence quand même de ça, qui est mystérieuse, puisque au début on ne sait pas du tout de quoi il retourne, mais visuellement on est quand même agressé. En tout cas, il y a une forte densité de ce choix d'une couleur unique. Et puis, comme par hasard, la sœur, tout est rose chez elle. Et d'ailleurs, c'est une tenue rose qu'elle fait choisir à la fin, vers la fin, dans la dernière partie, avec l'espèce de défilé de mode. Donc il y a un code couleur, la grand-tante en rose, Honoré Lachaille dans ce jaune, un peu jaune, beige, brun. Donc il y a quand même il y a un chromatisme qui est assez par bloc, qui est assez frappant. Et du coup, peut-être qu'il y a une plus grande efficacité, enfin qu'il y a un impact visuel très fort. On voit bien qu'il ne s'agit pas de faire joli, de saupoudrage, de quelque chose de forcément harmonieux, mais que quelque chose de la dramaturgie se joue dans ses présences chromatiques. Il a un sens de la couleur violente assez forte. Oui. Est-ce qu'il faut le micro? Oui. Oui, bonsoir. Vous avez très justement mis en valeur le malaise qu'on pouvait avoir effectivement par rapport au contenu du film. Alors pour nous Français, on est un peu préparés, puisqu'on connaît bien effectivement l'univers de Colette. Et ce qui m'aurait intéressé de savoir, c'est au niveau du public international, enfin surtout anglo-saxon j'imagine, comment ce film a été reçu sans ce soubassement culturel que nous avons. Et d'autre part, est-ce qu'ils ont été très choqués? Puis question un peu annexe, est-ce qu'ils l'ont vu comme une je dirais, une spécificité française très, très particulière, même un peu exagérée et caricaturée, ou bien comme quelque chose d'universel? Oui, évidemment, j'ai pas toutes les connaissances pour vous répondre de manière détaillée sur la réception et du film et même avant du livre et de la pièce, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est pourquoi c'est des Caron, d'où vient Gigi. C'est que entre le petit roman paru en feuilleton de Colette, qui va être mis en livre en 1944, et ce film de 1958, il y a non seulement un film en France de Jacqueline Audry, si j'ai bonne mémoire, que je n'ai pas vu, que Minelli a vu mais qu'il n'a pas adoré. Il y a une pièce, surtout. Il y a une pièce à l'adaptation de laquelle a participé Colette, qui s'est montée à New York avec Audrey Hepburn, et qui s'est montée, alors je ne sais plus exactement les dates, mais à Londres avec Leslie Caron. Et donc, une fois qu'il a été question à la MGM de préparer ce film, tout ça prend des années,
eh bien, Leslie Caron écrit en tout cas dans ses mémoires, et elle me l'a dit, c'est l'une des rares personnes hollywoodiennes que j'ai interviewées, qu'elle avait, c'est elle qui avait suggéré à Arthur Freed, le directeur de production de l'unité comédie musicale de la MGM, de porter à l'écran ce livre, avec le fait qu'elle est française, enfin, c'est crédible, hein, mais par contre on lit ailleurs que que le rôle revenait normalement à Audrey Hepburn, et que finalement Audrey Hepburn en aurait préféré un autre, et voilà. Bon, elle, ce que dit Leslie Caron, c'est que Audrey Hepburn voulait ce rôle, mais que Arthur Freed lui a dit bah non, désolé, il a été écrit pour l'écran, en tout cas il a écrit par l'adaptateur pour l'écran, c'est-à-dire celui qui a fait aussi les paroles des chansons, Alan J. Lerner, pour Leslie Caron spécifiquement. En revanche, aurait-il dit à Audrey Hepburn, j'appelle tout de suite Stanley Donen, et est-ce que ça t'intéresse de tourner avec Fred Astaire Drôle de Frimousse? Et effectivement, Drôle de Frimousse s'est fait, qu'on a montré ici dans la saison 1, entre donc Hepburn et Astaire. Bon voilà, alors ça c'est pour le côté très circonstanciel de tout ça, comment on est arrivé de Gigi de Colette à Gigi film beaucoup plus tard. Mais sur la réception, moi je pense que elle n'a pas été scandaleuse, il a été oscarisé, multi-oscarisé le film. Il y a eu ce problème avec la censure, donc bien en amont et des années avant avec la censure. Mais vous avez raison de dire que le stéréotype français a du bon, parce que c'est quand même une mise à distance. La Belle Époque aussi, ce qui a été l'argument était mais c'était comme ça à l'époque. À l'époque, les hommes riches entretenaient des maîtresses. Voilà, c'est historique. Il faut pas, c'est pas du tout aucun rapport avec maintenant. Et voilà, donc ça a été un argument en tout cas pour le bureau, le Breen Office de censure. Et pour ce qui est de la réception, moi j'ai pas connaissance d'un scandale. J'ai connaissance de previews, donc de ces montages initiaux qu'on montre d'abord à des spectateurs, puis ensuite on remonte. Il y a eu des scènes retournées, etc. Mais c'était pas... Oui, il y avait des réactions de mères de famille indignées. Il y en avait quand même dans les cartes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on montre aujourd'hui à notre jeunesse ? Pourquoi montrer ça ? Mais pas tant que ça. Enfin, le film n'est pas connu comme ayant fait un énorme scandale public une fois que c'était sorti. Donc je pense que c'est aussi parce qu'il a ses couches quand même. C'est un peu un oignon, quoi, ce film. Je disais qu'il était composite, mais il y a beaucoup de choses. Alors on peut le percevoir surtout à ce prisme-là, nous, aujourd'hui, c'est-à-dire ce choc-là qu'on a. Mais en réalité, on peut aussi y voir beaucoup d'autres choses, et notamment ce que tu disais, Jean-Paul. Moi, la première fois que je l'ai vu, c'est les costumes, les couleurs. Donc, je pense qu'il y a un effet de masque de cette crudité, disons, de marchandisation du corps féminin qui fonctionne quand même, qui fonctionne par la distance de la comédie musicale, par le travail sur les décors, les costumes. Enfin, voilà, il me semble que ça fonctionne comme une stylisation qui atténue beaucoup ce type de réception, je crois. Je peux poser une question au passage? Est-ce que l'eau joue un rôle purificateur, c'est peut-être un grand mot, mais fait une coupure, permet de réfléchir, un peu de légèreté, voilà. Oui, en tant que tel, j'y avais pas pensé, mais vous avez raison, je pense qu'il fait usage du fait qu'il peut avoir des décors naturels, ce qui est vraiment rare pour un film d'une telle ampleur hollywoodien. Donc l'eau, c'est l'une des choses qu'on peut avoir avec ces fontaines existantes. Sauf la scène avec les cygnes. En fait, le numéro où il chante Gigi, où il s'aperçoit qu'elle a changé, qu'il est amoureux d'elle, etc., il me semble qu'il est composite puisque dans ses décors, puisqu'on voit des décors réels de Paris et qui sont raccordés avec des retakes, des scènes retournées, des plans retournés, où le truc avec les cygnes, justement, l'espèce d'étang. Oui, mais il y a deux. Il y a la fontaine. Alors moi, il me semblait que cette fontaine, c'est la fontaine du square Marco Polo, donc dans le 5e, à côté du Luxembourg, mais peut-être pas. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est avec les tortues.
moi, je me souviens des tortues, alors c'était ça mon repère. Donc ça, elle existe. Mais par contre, dans la même séquence, il y a des plans avec une espèce d'étang où il monte un petit escalier, il redescend, et il y a des signes. Et je pense que c'est... Alors, je sais pas. Soit c'est le vrai Parc Monceau, soit j'avais cru lire... Ouais. Avec les signes... Il me semblait avoir lu que la scène avec les signes, elle était... Enfin, les plans, pas la scène, les plans avec les signes étaient refaits après coup. Parce qu'il y a eu quand même quelques petits raccords, mais c'est toujours le cas. Donc, oui, pourquoi pas le rôle de l'eau comme étant... Oui, mais juste à la différence peut-être que le film, me semble-t-il, ne pose pas d'un côté... Alors, je me trompe peut-être, là, d'un côté, ce qui serait l'innocence de l'enfance, de la jeunesse, la blancheur, avec cette robe à la fin que lui critique et qu'elle soutient comme étant une belle robe et non pas un coup de girafe goîtreuse. Il me semble que le film n'est pas tant... d'un côté, il y aurait l'innocence intacte et de l'autre, le cynisme et la noirceur. Disons qu'il ne fait que nuancer ça. Il n'arrête pas de nuancer ça. Et j'allais dire dès la chanson, dès la toute première chanson de Dieu merci pour les petites filles, en réalité, même dans les paroles de la chanson, c'est assez complexe ce qu'il dit. Bien sûr, on peut le voir comme une espèce de grand méchant loup qui regarde enfin, de Georges Dandin, disons, qui regarde... Pourquoi je dis de Georges Dandin? Non, pas Georges Dandin, comment s'appelle-t-il? Non, comment il s'appelle? Enfin, vous voyez, avec Le petit chat est mort. Comment il s'appelle? Le barbon qui élève des petites filles pour ensuite les avoir pour maîtresse. Bon, ça me reviendra. Mais donc, on peut entendre cette chanson comme ça, c'est-à-dire elles sont vive les petites filles parce que quand elles grandissent, voilà, c'est de la chair fraîche et elle sera pour nous. Bien sûr, on entend bien cette sorte de prédation, mais en réalité, quand même, quand on écoute les autres paroles, c'est quand même beaucoup plus subtil que ça. Donc voilà, il me semble que... Voilà. Mais oui, pourquoi pas l'élément de l'eau Alors autant chez Renoir, ça me paraît évident, autant là, c'est vrai que ça m'a moins frappé. Aussi parce que Minelli... c'est tellement quelqu'un du décor de studio habituellement qu'il n'y a pas beaucoup l'élément à queue dans ses films, quoi. Donc là, c'est vraiment parce qu'on est dehors. Mais vous avez raison, ça change tout d'être dehors et d'avoir les fontaines. Je crois que vous vouliez... Oui, c'est peut-être plus une remarque, parce qu'au début, vous parliez du fait qu'au final, il y avait presque Enfin, on pouvait presque se demander jusqu'au moment où elle est presque un peu... Enfin, elle n'est pas vendue, mais voilà, qu'en fait, on l'élevait pour être une cocotte. Moi, ça m'a fait vraiment penser à tous ces livres, notamment, il y a beaucoup ça dans Austen, où en fait, il y a toujours cette figure de la tante un peu éloignée de cette jeune fille qui, elle, vient d'un milieu plus rural et qui, en fait, ou plus pauvre. Et du coup, la tante est toujours là pour l'amener vers quelque chose d'au-dessus, etc. Et justement, moi, je trouvais que le personnage, pendant très longtemps, on a l'impression qu'elle est là pour l'élever, en fait, un peu dans la société. Et vraiment, le moment où on se rend compte que, en fait, c'est pas du tout ça, j'ai vraiment trouvé que il y avait presque une sorte de forme de traîtrise. De trahison. Ouais, de trahison. Ouais, c'est très bizarre. Et alors juste là-dessus, c'est intéressant parce que déjà, c'est pas sûr qu'en étant une femme entretenue, on n'est pas quand même socialement au-dessus. Et on voit bien que le train de vie, même très modeste, et d'ailleurs il le caricature de manière horrible quand il en parle à son oncle, il dit c'est vraiment la misère, c'est moisi, etc. Regardez comment c'est la place Fürstenberg aujourd'hui. Mais en tout cas, socialement, ça l'élèverait quand même d'avoir tout ce train de vie. Donc mais je vois ce que vous voulez dire de trahison, mais justement, c'est cette hypocrisie-là aussi qui est de la grand-mère et de la grand-tante qui est marquée. Et puis juste une note sur le fait que ce personnage de tante un peu éloignée, mais qui est une figure de savoir, enfin d'expérience, une femme qui a elle-même fait un parcours
un grand chelem, disons, d'amant riche, il fait aussi penser à un personnage de conte, c'est-à-dire d'espèce d'adjuvant, comme on dit dans l'analyse des contes, voilà, qui va aider le personnage, et en même temps de sorcière. Hein. Il y a quelque chose, on ne sait pas, c'est un personnage... et en même temps, je trouve ça, c'est pour ça que je disais que c'était subtil, c'est qu'en retour, la grand-mère, me semble-t-il, on la met aussi à la baisse, quoi. C'est-à-dire que c'est rare les films où c'est aussi subtil le statut presque moral des personnages qui n'arrêtent pas de fluctuer. Et dernière chose par rapport à ça, quand elle consent apparemment, enfin qu'elle consent même sincèrement à être une cocotte et en disant en fait je vous aime donc quitte à être malheureuse, de toute façon je préfère l'être avec vous, ce qui n'est pas complètement idiot hein, du point de vue d'une philosophie individualiste, c'est pas que pour l'argent, c'est aussi, elle peut avoir cet homme, après tout. Eh bien, vous remarquerez qu'elle sort de son placard, là, de cette espèce de chambre avec des portes pas possibles, et tout détail chez Minelli de décor, puisqu'il a été décorateur, est important, espèce de porte de western impossible, où il n'y a aucune intimité, puisqu'elles sont striées. Et donc, elle sort, et elle est en fait en robe de mariée, j'allais dire. Enfin, en robe de mariée, paradoxal, mais comme par hasard, elle a une longue robe avec une traîne blanche. Mais vous remarquez, et moi je l'ai surtout remarqué une fois qu'ils vont chez Maxime, alors qu'elle a la même robe, que en fait les petits détails sur les côtés qui couvrent un peu les épaules, qui sont faits en plumes, c'est des petits oiseaux, mais en fait on dirait des corbeaux des oiseaux de proie. Et donc, il pointe aussi la destination de proie de cette femme. Donc, c'est assez fou. Comme quoi, dans le détail, alors si l'œil et la pensée se mettent à associer comme ça, on peut voir que c'est à la fois la mariée idéale, elle sort du truc, et en même temps, c'est de la viande, enfin, c'est de la chair fraîche, quoi. C'est fou, Oui, vous vouliez. Mais oui, il y avait peut-être une deuxième partie à votre... Mais oui, allez-y, peut-être c'est là-dessus que... Oui, pour en revenir à la robe, la première fois, il la voit habillée avec cette robe blanche en dentelle. Avec le coup, il lui fait des réflexions. Mais pourquoi, en fait? Parce qu'il s'attend encore à voir la jeune fille. Oui. Alors oui, c'est-à-dire qu'on oui. Il ne s'attend pas à voir une femme, en fait, il est encore dans l'image qu'il a de Gigi, et c'est ce qu'il dit d'ailleurs plus tard dans la chanson, il ne l'a pas vu évoluer. Il n'a pas vu le changement entre l'adolescente, mais qui était en fait enfant. Après l'âge, quand vous prenez l'âge de Gigi, il faut penser aussi que de toute façon, au 19e siècle, on se mariait tôt. Et même ça n'a pas forcément non plus choqué les anglo-saxons à partir du moment où ils l'ont projeté dans le siècle antérieur, sachant que aux États-Unis d'Amérique, c'était pareil. On se mariait quand même dans les milieux, surtout les milieux peut-être défavorisés, mais même dans les milieux les WASP, les femmes se mariaient tôt. Les hommes étaient la plupart du temps plus âgés. Oui. Mais ce qui se passe, alors outre que c'est une justification justement morale et pour la censure de dire il n'avait pas vu, mais en fait elle est devenue une femme et on va montrer ça. Mais quand même, il me semble que ce qui lui déplaît aussi, dans cette nouvelle Gigi, disons, dans l'effet Cendrillon qu'il y a dans beaucoup de films, dans des films avec Audrey Hepburn notamment, il y a beaucoup ça. Dans Sabrina de Billy Wilder, quand elle part étudier la cuisine à Paris, elle revient, elle est habillée par Givenchy. Et donc elle est complètement transformée, sa silhouette garçon manqué est transformée. Bon, on a un petit peu de ça, mais c'est plus, là encore, c'est toujours plus subtil, Minelli. Mais il me semble que ce qui lui déplaît à lui dans cette nouvelle Gigi, c'est quand même aussi, c'est pas seulement qu'elle jouerait à la femme et qu'il n'avait pas vu qu'en fait elle est vraiment devenue une femme, c'est aussi tout l'aspect social de ça, c'est-à-dire sa mondanité, sa capacité à faire partie de ce théâtre social. C'est pas un hasard si ensuite on les voit aller chez Maxime dans la deuxième robe blanche et où elle est comme Liane, c'est-à-dire que c'est filmé comme si elle était la même que la première maîtresse.
Donc là, la trahison viendrait d'elle. C'est-à-dire qu'elle serait une femme tellement bien entraînée, en fait, tellement bien dressée, qu'elle aurait perdu ce pourquoi il l'aimait. Et pas seulement l'enfance. C'est exactement ce que je voulais rajouter. C'est-à-dire qu'en fait, elle l'amusait avant. Elle l'amusait avant. Et là, au moment où il la voit comme ça, pour lui, c'est une... j'ai perdu le mot. C'est presque une parodie de femme. Oui. En fait, du monde, alors que lui, il la voit encore comme une enfant, mais parce que elle le détend de tout ce monde qui l'embête, en fait. Oui, mais c'est vertigineux quand on pousse sa réflexion. C'est-à-dire, si on épouse ce point de vue, on se dit, mais le petit théâtre social qu'il dénonce, au nom d'une espèce d'innocence enfantine idéalisée, est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il est vraiment du côté des espèces de purs, une espèce de misanthrope en fait, qui refuse ce jeu social et ce théâtre, c'est vrai, très hystérisé, parce que dans la séquence chantée où elle est chantée, murmurée, et qu'il y a les rumeurs que les personnages s'arrêtent, freeze, et que quand chaque couple rentre, tout ça est évidemment très radical, enfin très, très caricatural. Lui se situerait où alors? Il serait lui-même un enfant? Il y a un petit indice de ça, parce qu'il apporte des caramels, il les mange lui-même. Mais on se demande ce qu'il cherche. Qu'est-ce qu'il cherche? Mais qu'en fait, il n'appartient pas complètement à ce monde. Financièrement, oui, mais en fait, il n'est pas comme son oncle. Et dès le départ, non, parce que lui s'ennuie alors que son oncle s'est jamais ennuyé. Oui. Les choses l'ennuient en fait, parce que ce n'est que théâtre d'apparence. Tout à fait, mais ce que je veux dire, on n'est pas obligé d'être d'accord, c'est que le problème, c'est que chez un autre cinéaste, me semble-t-il, et a fortiori à Hollywood, etc., dans le cinéma classique, on aurait au moins la certitude que derrière ces masques, que derrière cette théâtralité complètement grotesque et hypocrite, il y a une authenticité, il y a quelque chose. Et souvent, c'est le cas dans les films. On est rassuré parce que derrière ça, il y a quelqu'un, il y a des psychologies, etc. Et il me semble que chez Minnelli, il y a une mélancolie parce qu'au fond, on devine un peu que il dépouille ça, ça l'ennuie, il le rejette, il le vit comme ça. Mais au fond, c'est toujours laissé dans le hors-champ du récit. Ce qu'il y a à la fin, quand ils sont tous les deux, et que comme les autres, ils vont au bois de Boulogne en calèche, et que comme les autres, elle porte une magnifique robe et un plumeau sur son chapeau, et au fond, on n'a pas eu exactement tout à fait dans le film la vie plus idéale qu'ils vont mener, quoi. C'est ça la mélancolie, je trouve. C'était juste, je vais redonner le... Ah, il y a plusieurs... Alors, dans quel ordre, je ne sais pas. Ah oui, bon, ça peut. Pour continuer sur ce sujet, je trouve qu'elle dit beaucoup de choses dans la phrase « Je préfère être malheureuse avec vous que sans vous ». Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que nous, spectateurs, on est effectivement constamment dans l'ambiguïté et le doute, le même que celui du personnage masculin principal. C'est-à-dire qu'on imagine qu'il y a de l'amour entre eux, effectivement, ils sont tombés amoureux, mais on comprend aussi, quand elle dit « je préfère être malheureuse avec vous que sans vous », que de toute façon, elle est dans cette destinée de cette société, et que même si elle va quand même vivre un peu cet amour avec cet homme-là, elle sait bien que de toute façon, elle sera réduite à un homme qui va la tromper, peut-être qu'elle... Bon, voilà, parce que c'est le schéma sociétal et auquel apparemment elle ne va pas échapper. Oui, alors ça c'est l'hypothèse pessimiste, parce que moi je pense que le film... alors je suis pessimiste, je suis romantique et pessimiste. Pourtant, ça m'étonne, parce que moi je pense qu'en fait elle écrit... et ça, c'est vraiment Minnelli. Je disais, ce type-là, il commence à se dire, mais elle ne pense pas à moi, la première, Liane, she's not thinking of me. Ça veut dire qu'il a une espèce de capacité à laisser l'autre, à imaginer que l'autre peut penser. Donc l'autre peut avoir un désir pour lui, contre lui, etc. Et finalement, elle, je pense qu'elle perçoit ça et que par son comportement, même en consentant à être une cocotte,
en fait, elle programme l'étape suivante, à savoir, il va finir par lui demander le mariage. Donc moi, je pense pas qu'elle se résigne et que finalement, hop, Deus ex machina, l'idiot du village, tout à coup se dit mais je suis bête, en fait, il faut que je l'épouse. Non, je pense que c'est écrit par la femme. C'est justement le désir de cette jeune fille. Je me suis mal expliquée. Effectivement, je pense qu'elle accepte de l'épouser parce qu'elle l'aime, ça c'est sûr. Ah, mais c'est pas qu'elle accepte de l'épouser, ce que je dis. C'est elle choisit de l'épouser. Oui, enfin, elle le fait l'épouser. Pas comment on dit ça. Mais par contre, je pense qu'elle n'est pas dupe non plus sur sa destinée en tant que femme de l'époque. Ah d'accord, y compris en tant qu'épouse. Moi, je pense qu'ils ont décidé de s'amuser comme ils s'amusaient avant. Le nouveau couple, pour moi, c'est un nouveau couple. Non, c'est pas ce qu'il montre à la fin, en tout cas. Parce qu'elle repart en calèche avec lui au milieu de toutes ces... Ils ont l'intention de continuer à jouer aux cartes et puis s'amuser, aller à la plage. Alors je suis pessimiste. Alors attendez, parce qu'il y a des optimistes là, je suis sûre qu'il est... Oui, bonsoir. J'ai été étonné par le deuxième aller-retour dans chez Maxime. Il a été saccadé. Oui. Et non pas un ralenti. Est-ce que ça veut dire quelque chose C'est-à-dire vraiment quand il y va avec elle. Oui. Quand il y va avec Gigi. Oui. Oui, vous avez raison. Parce que c'est une technique que j'ai quasiment jamais vue. Oui, on n'en a pas parlé, mais le film est quand même composé beaucoup de très longs plans, de plans qui sont sinueux, qui sont un peu la marque... et qui sont très durs à faire d'ailleurs, qui sont un peu la marque de Minelli. C'est-à-dire qu'il y a des coupes, notamment dans certains numéros qui ont été en partie tournés. Il y a certains petits numéros qui ont été retournés, et dont certains par Charles Walters, le très bon réalisateur notamment de Parade de printemps, que vous avez vu si vous êtes venu il y a 2 séances. Mais donc les coupes, c'est des raccords parce qu'il fallait des raccords, mais quand même le film, dans sa mise en scène, est beaucoup en longue prise, en plan long, pas exactement des plans séquences, mais quand même on sent une fluidité, une durée. Et là, c'est délibéré que ce soit un coup de poignard. Moi, je l'ai vraiment vécu comme on retombe dans un enfer. C'est-à-dire, ça y est, elle a cédé. Elle a cédé et on est dans l'ordre de la répétition. Et effectivement, dans ce décor-là, ce décor est directement tiré des caricatures qui font les panneaux du générique. Donc, c'est pas un décor réaliste, c'est stylisé, c'est comme vous dites saccadé. Rien n'est fait pour être... Et d'ailleurs, le jeu de la maîtresse dans la première séquence Maxime est complètement outrancier. On a l'impression d'un film muet. Enfin, c'est évident que le but n'est pas le réalisme. Le but, c'est justement expressionniste. C'est-à-dire que les pensées du personnage, le type qui est là et qui se dit c'est pas possible, ce théâtre qu'elle fait, c'est pas pour moi. Et ben nous, on voit ça. Nous, on voit ce que lui ressent en fait. Donc là, c'est pareil, me semble-t-il, sauf que le point de vue est un peu plus ambigu, plus décalé. Peut-être que c'est ce qu'elle ressent, on ne sait pas. C'est-à-dire, ça y est, je vais dans l'enfer du monde, du demi-monde, ou bien si c'est lui qui, je pense que de manière plus vraisemblable, c'est encore le point de vue masculin, mais du type qui retombe, quoi. Du type qui est malgré tout un peu addict à cette vie, à ses habitudes, et ça y est, il revient, et c'est le même enfer. C'est, comme on dit, comme disent les Américains, voilà... même merde, jour différent dans le langage actuel. Mais c'est ça, c'est-à-dire que c'est une autre femme, mais il retombe dans ce décor-là. Mais vous avez raison, c'est rendu par des questions de rythme. On a beaucoup parlé de la couleur, du travail sur les décors et tout, mais vous avez raison, il y a aussi ces questions-là de rythme qui sont très importantes. Je crois qu'il y avait quelqu'un derrière. Oui, bonsoir. Moi, je voulais revenir sur le point juste avant la question du monsieur. En fait, vous disiez que, et c'est ce qui a été repris par un peu tout le monde, le fait que Gigi et Gaston changeaient par rapport aux générations précédentes. Mais ce que j'ai pas compris, moi, c'est la dernière scène où elle est dans le parc avec cette tenue qui est quand même très excentrique et très cocotte et qui fait pas du tout femme mariée.
Donc, en fait, j'ai pas compris pourquoi ça se terminait comme ça. Alors ça, est-ce que ça fait plus cocotte que femme mariée? Alors Leslie Caron dit que c'était une robe magnifique avec de la dentelle, donc elle l'a trouvée magnifique, par exemple. Donc il y a aussi des histoires de goût actuelles. Enfin, c'est peut-être le chapeau aussi avec les fanfreluches. Mais là-dessus, vous avez raison. Du coup, ça me fait penser que il faut revenir à la présentation qu'il fait au début, Chevalier, puisque c'est le narrateur. Ça aussi, c'est un choix du film versus le livre ou même la pièce, hein, de faire que Honoré soit le narrateur. Et qui nous présente face caméra voilà, les personnages, enfin, mais pas seulement ça, mais il dit les catégories. Il y a les mariés, les pas encore mariés. Alors pour les hommes, quand ils ne sont pas mariés, c'est délibéré. Pour les femmes, c'est qu'elles n'ont pas pu. Bon, c'est-à-dire poser le cynisme et la misogynie de départ de cette société, voire de lui-même, et puis voir et dégrossir, disons, à partir de là. Donc est-ce qu'il faudrait repenser aux femmes mariées qui sont montrées au début dans ces différentes catégories? Est-ce qu'elles sont plus habillées comme elle à la fin? Est-ce qu'elle est plus habillée comme ces femmes? Donc je pense que vous avez you have a point, parce que ça voudrait dire que eh bien Gigi est un personnage qui est capable de cumuler, de sédimenter à la fois tous les âges, parce que bien sûr que c'est la femme enfant et qu'elle reste enfant. Enfin, il suffit de regarder le corps et le visage de Leslie Caron, c'est incroyable. Elle est mère, mais en fait, c'est fou, quoi, le visage qu'elle a. Et donc, elle cumulerait tout ça. Et que finalement, alors ça, c'est encore mon optimisme, il est possible de ne pas choisir. Mais c'est intéressant parce que, je ne vous l'ai pas dit, mais Leslie Caron, elle aurait dû jouer dans des films de Renoir, pour ceux qui ont vu récemment avec nous ces dernières années les films de Renoir, et c'est des espèces de rendez-vous manqués, mais elle a joué au théâtre pour Renoir, et donc il l'avait repérée, mais trop tard, sur un quai de gare, pour jouer Harriet dans Le Fleuve, le Fleuve de 1950. Il l'avait aussi repérée pour jouer surtout, enfin d'autres rôles, mais pour jouer surtout le rôle joué par Françoise Arnould dans French Cancan, qui se déroule à la même époque. Et c'est vraiment intéressant parce que ce statut-là à la fois d'enfant et de femme qui affirme son désir et qui veut tout d'une certaine façon. C'est pas dit comme ça, mais quand même, le personnage de Gigi, tel que joué dans ce film-là, ce serait logique qu'elle veuille aussi la robe de cocotte. Il n'y a pas de raison que son désir formé à l'école de sa grand-mère et de sa grand-tante soit complètement indifférent à un certain goût, qui est le goût aussi de sa tante, par exemple, pour les bijoux. D'où la leçon. C'est cohérent avec la scène de la leçon de bijoux, qui est assez drôle, et qui trouve un pendant dans la structure du film, avec la scène un peu plus furtive où il choisit, lui, un bracelet à lui offrir une fois qu'elle a consenti à être sa maîtresse. Merci. C'est juste anecdotique, c'était par rapport aux extérieurs quand on parlait du parc Monceau, des cygnes et tout ça. Mais si on regarde bien un moment sur la veste de Gaston, il y a un insecte qui monte et qui va jusqu'au bout. Donc on peut penser que ça a vraiment été tourné à l'extérieur. C'est un vrai extérieur. De toute façon, c'est un vrai extérieur, mais l'endroit exact, est-ce que c'est pas retourné en Californie? C'était ça mon doute. Mais tout à fait. J'ai aussi vu le cafard ou je ne sais quoi qui se promenait sur le veston de Gaston. Ouais, bien vu. Oui. Je voulais peut-être conclure en vous passant, mais allez-y, le temps que Jean-Paul... en vous passant un tout petit extrait, mais vraiment plus pour conclure, de Chevalier. Aussi parce que Lubitsch, c'est quand même... c'est toujours un codicile intéressant. Mais le temps que Jean-Paul prépare... C'était juste pour dire que moi, je l'avais vu, peut-être, je ne suis pas la seule, sur petit écran, et que, évidemment, ça n'a rien à voir, quoi. Moi, j'ai découvert le film, là. Oui, je pense réellement que non seulement visuellement, c'est beaucoup moins gratifiant, mais c'est plus que là, pour ce film-là, c'est vraiment différent. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas les mêmes choses, on ne ressent pas les mêmes choses, mais même
au niveau de la compréhension de ce qui est en train de se passer, de quel est ce système dans lequel elles vivent, je crois qu'on comprend vraiment beaucoup mieux. Puis on visualise qu'on est dans l'ambiance, qu'on est vraiment dans... Enfin, tout est là, les décors, les vêtements qu'on apprécie beaucoup moins sur un petit écran, évidemment. Là, y a oui, et qui en même temps, me semble-t-il, ne sont jamais chez Minnelli ornementaux, enfin purement ornementaux. Il y a vraiment... Alors, évidemment, les décors, l'usage dramaturgique, cette place, là, ce truc, cet escalier où il n'arrête pas de revenir, et ce contraste avec l'endroit où lui habite, Jacques Marandré, là, évidemment. Mais, et d'ailleurs, j'ai pas dit, mais l'intérieur de Honoré Lachaille, là, l'intérieur complètement fou, Art Nouveau. Alors moi, j'ai du mal à croire que ce serait une construction du décorateur, mais apparemment, ce que dit Minnelli dans ses mémoires, c'est quand ils étaient à Paris, on leur a autorisé à voir les salles du Louvre où il y avait des chefs-d'œuvre de mobilier Art Nouveau et d'accessoires Art Nouveau, et vous n'avez pas le droit de prendre des photographies, mais le décorateur a pris une photographie mentale et aurait reconstruit ça. Ça me paraît fou parce que, quand même, c'est bon. Mais alors, est-ce qu'on regarde juste? Est-ce que on peut encore voilà, mais je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Je n'ai pas dit, mais c'est évident que le film entretient des liens avec My Fair Lady, qu'on vous montrera bientôt, dans ce côté Pygmalion, dans le rapport de femme-enfant avec Hepburn, dans le fait que ce sont le même couple écrivains, compositeurs qui ont fait le film, c'est-à-dire Alan J. Lerner et Fritz Lau. Donc évidemment qu'il y a un lien et que c'est aussi My Fair Lady a aussi d'abord été à la scène avant d'être portée à l'écran. Donc voilà. Regardons juste comme une clôture qui va peut-être complètement tomber à plat, évidemment, cet extrait de Une heure près de toi, One Hour with You, de Lubitsch, 1932, et je vous invite à regarder tous les films de Lubitsch, bien sûr, mais notamment tous ceux avec Maurice Chevalier, parce qu'il est insupportable, on est d'accord, dans ses lèvres, dans la façon... Et en même temps, il y a une sorte d'addiction qui se crée quand on regarde ces films. Vous voyez d'où il vient, c'est-à-dire que c'est exactement le même personnage, mais vieilli chez Minnelli. C'est étonnant. Et qui appelle les prostituées qu'il fréquente habituellement, on dirait, ils ont des noms de chiens, elles ont des noms de chiens en plus. Bon, en tout cas, voilà, c'était la petite touche musicale finale. Je vous remercie de votre patience et je vous donne rendez-vous le 23 mars, je crois, pour West Side Story. Et alors, est-ce que c'est là qu'on doit arriver avant ? Oui, de mémoire, c'est 19h30, je crois. N'oubliez pas que la prochaine fois, regardez bien le programme parce que ce sera 19h30.